Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette introduction à Unikernel. Je m'appelle Thomas Rodriguez, consultant Xebia spécialisé dans le langage JVM, Java avant, aujourd'hui Scala. Depuis que j'ai commencé à faire un peu de Scala, je m'intéresse énormément aux architectures réactives et aux architectures microservices. Donc ça m'a amené à faire un peu de Docker. Et faire du Docker m'a amené à me poser quelques questions, notamment qu'est-ce que c'est un unikernel? Bonjour, moi c'est Jean-Baptiste, je suis développeur back, j'ai une quinzaine d'années d'expérience et je fais plutôt du Java. Et il y a à peu près 3 ans, en fait, j'ai découvert les conteneurs avec Docker et j'ai redécouvert en fait aussi le monde du système et de l'OS que j'avais un petit peu abandonné pendant très longtemps. Et puis, comme peut-être beaucoup d'entre vous, j'ai appris que Docker avait c'était associé ou racheté, je ne sais pas trop, Unikernel System. C'est en début d'année 2016. Et du coup, moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Unikernel? Et du coup, avec Thomas, on s'est dit, ça pourrait être sympa de creuser un peu le sujet et puis d'en faire une presse pour présenter à tout le monde pourquoi on aurait besoin d'un unikernel. Du coup, pour notre présentation, on va suivre en fait la suite logique telle que nous, en fait, on l'a faite. C'est-à-dire d'abord comprendre les motivations. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes pensent que ça serait intéressant d'avoir autre chose qu'un OS Linux pour faire tourner notre application. Et quand on aura compris pourquoi il y a cette idée qui a émergé, on va essayer de creuser un petit peu plus qu'est-ce que c'est qu'unikernel, comment ça marche, qu'est-ce que ça va changer en fait pour notre application qu'on va déployer dans cet unikernel. Et puis comme on aura donc une vue un peu complète de ce que c'est, on verra quelles sont les offres aujourd'hui disponibles pour unikernel. Et puis Thomas nous fera une démo pour montrer que c'est déjà, on peut déjà s'amuser avec. Et puis on terminera évidemment par une conclusion. Donc les motivations pour unikernel. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait chercher une alternative à notre bon vieux Linux? Alors quand on regarde en fait une stack classique, donc on va se dire qu'on fait tourner notre application dans une VM, donc il y a un hyperviseur, et puis comme on est cool, on a mis notre application dans un conteneur, et on va un petit peu regarder qu'est-ce que ça veut dire au niveau de notre serveur, toutes les couches qu'on a dû déployer pour à la fin faire fonctionner notre application. Donc on a une première couche logicielle, c'est la couche driver du matériel sur lequel on va tourner. On a l'hyperviseur, bien sûr, qui va faire l'abstraction. Cet hyperviseur, donc c'est une couche logicielle. Lui-même, en quelque sorte, il y a des drivers virtuels qui nous permettent de pouvoir ensuite installer un Linux dessus. Donc du coup, ça y est, on installe enfin notre Linux. On a le kernel, et puis on a les user process qui tournent au-dessus. Donc je l'ai dit, on va déployer notre application dans du Docker par exemple. Du coup on a une couche de Docker Runtime, c'est une autre couche logicielle. Dedans on va avoir des shared libraries dont on a besoin. Et puis enfin, on va avoir notre application, mais comme par exemple on fait peut-être du Java ou autre chose, on a quand même un langage runtime. Du coup au final, quand on regarde un peu la stack, on se retrouve avec tout ça. Et ça veut dire qu'à chaque fois que notre application va vouloir accéder à du réseau, accéder à un disque dur, elle va devoir en fait traverser tout ça pour finalement réaliser son opération. Donc c'est ce que je disais, c'est qu'on n'a qu'une seule application, un seul serveur et un seul user. La question du coup qui se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tout ça pour faire tourner finalement qu'une seule application avec un seul user? Peut-être pas. Donc si on revient sur ce qu'apporte Linux, il va apporter une sécurisation des utilisateurs les uns des autres. Quand je suis dans mon compte sous Linux, je ne peux pas aller interagir avec
les fichiers que Thomas a pu mettre sur son compte. Donc il y a une sécurité qui est faite entre moi et lui au niveau du serveur. Les applications sont sécurisées les unes des autres. Linux va s'assurer que quand je fais tourner une application avec mon compte user, qui tourne avec mon user, il ne faudrait pas aussi qu'elle aille écraser des données au niveau mémoire sur une autre application d'un autre user ou même de mon user. Et puis les applications sont sécurisées des users. Typiquement, moi je ne peux pas aller interagir, on va dire tuer une application que Thomas il aurait lancée à partir de son compte. Je ne peux pas aller la tuer, voilà, elle est sécurisée, je ne peux pas faire ce que je veux avec, ce qui est bien logique. Et puis Linux sait tout faire, c'est vrai que c'est super cool, il fonctionne partout. Si je prends du matériel d'il y a 15 ans et que je prends la dernière version d'Ubuntu, bah, je vais réussir à l'installer dessus. Et pourquoi il arrive à faire ça? C'est parce qu'en fait, dans le noyau, il y a des drivers, comme le driver de disquette, qui sont toujours présents. Et donc, du coup, bah, on a une super compatibilité, c'est génial. Et on peut faire tourner plein de choses sur Linux aussi. Bon, le nombre de choses qu'on arrive à faire tourner sur un Linux, c'est assez hallucinant. Mais tout ça, ça a un coût. Aujourd'hui, si on essaye un petit peu de se remettre un peu par rapport à nos applications qu'on peut développer, si on a fait une petite application et qu'on a codé 10 000 lignes de code, on dit que c'est une petite. Medium, on va dire 100 000 lignes de code. Et puis si on a développé une appli avec 1 million de lignes de code, on est assez fiers de nous, on est vraiment sur une grosse application. Mais quand on regarde un petit peu justement l'évolution du nombre de lignes de code dans le noyau Linux, on s'aperçoit que ça a quand même pas mal explosé. Ça suit limite une courbe exponentielle. Et en fait, aujourd'hui, le kernel Linux, c'est 22 millions de lignes de code. Et du coup, on est un peu loin de l'image peut-être qu'on se fait. Noyau Linux, on se dit c'est un truc tout petit qui est super performant, qui fait pas grand-chose, enfin qui fait des choses bien. Il fait 22 millions de lignes de code, le truc pas tout petit, quoi. 22 fois plus gros que ce qu'on appelle une grosse application. Donc bilan du kernel Linux, c'est un système de permission complexe, même s'il nous est bien utile des fois, mais il est quand même complexe. Il y a des drivers inutiles, on l'a dit, il y a le lecteur de disquette qui est dans le noyau. Quand on déploie dans le cloud, ça ne nous intéresse pas trop d'avoir le driver lecteur de disquette dedans, quoi. Quand on installe des paquets sur une distrib, on ne sait pas toujours tout ce qui est tiré avec. Est-ce qu'on est bien sûr de la sécurité de tout ce qu'on est en train d'embarquer? Qui c'est qui regarde vraiment tous les paquets qui ont été ramenés et qui dit ok, je vais vérifier que ça c'est bien sécurisé? Et puis il y en a peut-être qui vont me dire ouais, mais il y a des solutions comme CoreOS qui quand même optimisent vachement la taille de la distrib. Ouais, mais ils ne touchent pas du tout au noyau, ils ne peuvent pas y toucher. Du coup, côté sécurité, on considère qu'avec Linux, on a une surface d'attaque qui est très très large. Et si on considère qu'on a entre 20 et 30 erreurs pour 1000 lignes de code, et que Linux côté serveur, c'est quand même une sélection de choix, qu'il est même déployé aujourd'hui sur des solutions mobiles, sur de l'IoT. D'ailleurs, il y a une histoire sur l'IoT il n'y a pas longtemps, justement, en termes de sécurité. Du coup, on se dit que c'est peut-être pas la super sécurité qui est disponible avec Linux. Du coup, la question c'est, ok, on a bien critiqué Linux, mais du coup, c'est quoi les alternatives? Mais du coup, évidemment, ça nous amène à dire que unikernel, ça pourrait être une alternative. Donc unikernel, qu'est-ce que c'est? Alors si on prend ce fonctionnement high level, on va dire qu'on a notre application, on a notre kernel, et puis on a des librairies partagées entre les deux. En gros, quand notre application, elle n'a pas besoin de tout ce qu'il y a dans le kernel, et elle n'a pas besoin de toutes les shared libraries, et dans ces shared libraries, elle n'a pas non plus besoin de tout. Du coup, elle va utiliser qu'une petite partie de tout ça. On va retirer tout ce qui ne nous sert à rien pour faire marcher notre application. On va merger ça en un seul bloc, et ce bloc-là, on va l'appeler unikernel. C'est ce qui va nous permettre de faire tourner notre application. Au final, si on revient sur la stack qu'on avait au tout début,
qu'est-ce qui est concerné par l'unikernel? C'est cette partie-là, celle qui se situe entre l'OS kernel et les shared libraries, avec le Docker runtime et tout ça. Ça, on va le faire sortir, et on va l'appeler unikernel. Et puis on va faire encore mieux que ça, parce que finalement, l'application elle va être complètement bindée dans l'image unikernel qu'on va fabriquer au final. Et en fait, l'unikernel, c'est effectivement la partie, le code de l'unikernel, le binaire de l'unikernel, et l'application, tout ça bindé en un seul bloc. Du coup, la question qu'on se pose, c'est OK, on a compris pourquoi on avait besoin, en gros, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que ça change pour notre application? Donc on va entrer un peu plus dans les détails low level de qu'est-ce que ça change l'unikernel par rapport à un noyau Linux traditionnel. La première question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on construit un unikernel. Normalement, chaque unikernel a son propre outil de packaging à lui. Donc il faut utiliser cet outil de packaging pour générer une image qui va être ensuite démarrée soit sur un hypervisor, soit sur des bare metal. Et donc, comment est-ce qu'on boot un unikernel? Ça, c'est la question qu'on se pose pour ensuite essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dedans. La réponse, elle est assez simple. On boot un unikernel de la même façon qu'on boot n'importe quelle machine virtuelle ou n'importe quel noyau sur du bare metal. Notamment pour ceux qui connaissent les processus de démarrage classiques d'une architecture x86. Elle est assez simple, pour ceux qui connaissent bien sûr. Donc l'outil de packaging va nous générer une image de disque dur, et c'est cette image de disque dur qu'on va booter de la même façon que notre ordi perso boot, c'est-à-dire on va charger le premier secteur de cette image en mémoire qui contient ce qui s'appelle le MBR. Le MBR, il va prendre les contrôles. Ensuite, le MBR, il va aller chercher les bootloaders, comme ça peut être les cas des Lilo ou Grub. Il va les passer les contrôles. Et Grub et Lilo, pour finir, ils vont aller chercher les codes du noyau dans le disque dur. Ils vont les charger en mémoire et ils vont les passer le contrôle. C'est intéressant parce qu'une fois que les noyaux prennent le contrôle, il va commencer à initialiser les structures en fait, internes du kernel, comme le BCP, le Block Control Process. Pourquoi c'est intéressant? Parce que pour un unikernel, on n'a qu'un seul processus. Donc toute la complexité associée à la gestion des processus qu'on trouve dans un noyau traditionnel, on ne la trouvera plus ici. On a un seul processus, donc il n'y a pas de fork. Tout simplement parce que si on pouvait faire un fork, ça ne serait plus un single process. Il n'y a pas de context switching, puisqu'il y a un seul processus. Donc on va trouver des gains de performance assez importantes. Le context switching, juste pour rappel, il est assez cher. Et ensuite, puisqu'il y a un seul processus, on n'a plus besoin non plus de tous les mécanismes en fait, de protection de la mémoire qui existent dans un noyau Linux traditionnel, c'est-à-dire pour isoler les applications les unes des autres. Et on va avoir ce qu'on appelle un seul espace de mémoire, single address space. On n'aura plus besoin de mémoire virtuelle, parce que c'est la mémoire virtuelle qui sert notamment à implémenter ces mécanismes de protection entre les différentes applications. Donc moins de complexité dans les noyaux unikernel par rapport aux noyaux Linux traditionnels. Ce qui veut dire qu'on va avoir des gains de performance assez grandes, puisque c'est moins complexe à implémenter et il y a moins de mécanismes de protection à implémenter. Mais par contre, une application ne sera plus capable d'utiliser plus de mémoire que la mémoire disponible physiquement dans notre machine. Il y a d'autres conséquences aussi qu'on a identifiées. On ne pourra plus accéder à tous les mécanismes en fait, qui sont donnés par la mémoire virtuelle. Je ne sais pas si vous connaissez, mmap en fait, c'est une primitive de type POSIX en fait, qui permet de mapper un fichier qui est dans les disques durs, les mapper dans la mémoire virtuelle, et ensuite accéder petit à petit via les page faults. Il va être chargé aux mémoires par les noyaux petit à petit.
bah, ça sera plus possible de faire avec un unique kernel. Il y a certaines applications qui s'en servent pas mal de cette primitive. Il n'y aura plus de différence entre les kernels et les user space. Donc votre application s'exécute directement dans les kernel space. Il y aura des performances plus importantes. Pourquoi? Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre kernel et user space, au niveau de la CPU, il y a ce qui s'appelle le ring. Dans le ring 0, on a accès à toutes les instructions en fait I/O. Et c'est dans le ring 0 que les kernel space s'exécutent. Pour les applications, elles s'exécutent dans le ring numéro 3. Elles ont accès à un jeu d'instructions de CPU différentes qui ne leur permet pas d'accéder directement à l'I/O. Donc tous les accès à I/O sont faits à travers des syscalls ou des interruptions CPU qui font passer la CPU de ring 3 vers ring 0 et c'est les noyaux qui prennent le contrôle pour faire l'opération d'I/O à la place de l'appli et ensuite les rendre le contrôle. Donc on n'aura plus ce problème-là. Donc au niveau I/O, on aura des gains de performance assez importantes. OSB, par exemple, un type de kernel, ils disent que pour certaines applications, ils ont eu 30% de plus de performance par rapport à la version qui peut s'exécuter sur un noyau traditionnel. Mais il n'y aura pas de la protection de la mémoire entre le kernel et l'app. C'est-à-dire, dans un système Linux traditionnel, notre application ne peut pas aller regarder ce qui se passe dans la mémoire qui ne l'appartient pas. Aujourd'hui, avec cette solution, il se peut que si on a mal codé un truc, il faudrait aller à un langage très bas niveau pour pouvoir faire ces petites démanipulations, mais ça peut arriver. On pourrait faire crasher les kernels avec une application qui soit mal codée. Pour rappel, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'application s'exécute en ring 3. Toutes les opérations qui ont besoin d'IO doivent passer par les system calls implémentés soit à base d'interruption ou des system calls. Et ensuite, c'est les kernels qui vont prendre le contrôle pour faire cette opération à la place de l'application, aller regarder dans le network, les file systems, tout ça, faire l'opération et rendre le résultat à l'application. Une fois qu'on n'aura plus ça, tout s'exécute dans les ring 0, plus de différence entre kernel et user space, plus de performances, notamment pour les I/O. Du coup, ça nous amène à l'offre, puisqu'on a vu comment ça marchait, qu'est-ce que ça changeait pour notre application. Du coup, la question qu'on se pose maintenant, c'est très bien, mais c'est quoi l'offre aujourd'hui pour faire de l'unikernel? Alors, je ne vais pas faire de mystère. Nous, pour connaître l'offre unikernel, on est allé sur un site qui s'appelle unikernel.org. Et je vous invite à y aller si ça vous intéresse. Et dedans, en fait, il liste tout ce qui est disponible en termes d'unikernel. Alors, la première chose qui nous a étonné avec Thomas, on a découvert qu'il y en avait quand même beaucoup des solutions unikernel. On ne pensait pas en trouver autant. Moi, je pensais en trouver 2, 3, allez, 4. Voilà. J'étais assez étonné de cette quantité de solutions. Alors évidemment, toutes les solutions ne se valent pas, surtout si on regarde en termes de doc, en termes d'explication. Clairement, la majorité des solutions unikernel s'adresse à un public confirmé qui s'intéresse à ce genre de sujet, qui est capable de mettre les mains dans le cambouis et pour comprendre, c'est directement aller dans le code de ce qu'ils ont fait, quoi. C'est souvent aussi des équipes de 2, 3, 4 personnes. Donc c'est quand même des équipes souvent assez réduites. Pour comparer un petit peu cette offre avec Thomas, ce qu'on s'est dit, ça serait sympa de pouvoir voir en fait ce que chaque unikernel sait faire. Alors on a découpé en 2 parties. La première à gauche, c'est on a sélectionné quelques targets en termes de langage. On s'est dit que ça représentait plutôt pas mal ce qu'aujourd'hui on peut faire pour du développement côté back. Et puis sur une autre partie, on a voulu voir sur quoi l'unikernel était potentiellement capable de se déployer.
Alors sur cette, et puis à la fin, la dernière colonne, c'est est-ce que l'unikernel annonce une compatibilité avec l'interface POSIX, ce qui peut être plutôt intéressant. Donc on voit que sur les premières lignes de nos solutions unikernel, c'est pas trop ça répond à pas grand chose, voire à rien du tout. On en voit certains qui sont ultra spécialisés, par exemple HALVM, là, il sait faire du Haskell, j'ai mis entre parenthèses, voilà. Il se déploie sur Xen, et puis c'est tout. D'ailleurs, il est développé en Haskell. Et puis quand on descend, on commence à tomber sur des solutions unikernel qui ont l'air assez sympas. On se dit putain, pardon, on se dit mince. Mince, elles font quand même pas mal de choses. Il y a OSV, Rumprun et Unique. Elles clairement, elles sortent du lot, quoi. Voilà, c'était le slide que j'aurais dû faire. Et puis, plus particulièrement, on se dit Unique. J'ai bien envie de passer du temps là-dessus, puisque comme elle fait tout, je ne vais pas m'embêter à faire les autres, puisque je vais en faire une qui sait tout faire, et puis comme ça, je ne serai plus du tout embêté. Alors Unique, qu'est-ce que c'est? Unique, c'est un peu, quand on va sur leur site, sur le GitHub, ils se présentent un peu comme le Docker de l'unikernel. Et du coup, c'est vrai, ils ont une CLI à la Docker, ils sont développés en Go, ils ont une CLI à la Docker. Donc du coup, on est un peu dans un endroit familier, on retrouve un peu nos marques. C'est pas toujours forcément les mêmes commandes, mais ça ressemble beaucoup. Et puis, ils annoncent qu'ils vont bientôt, on ne sait pas quand, ils vont bientôt faire une sorte de Docker, un hub à la Docker Hub qu'ils vont appeler Unique Hub. Voilà. Du coup, on se dit c'est cool, et puis on commence à creuser, puis en fait on s'aperçoit que Unique, c'est très cool, mais c'est vrai que c'est pas lui qui fait l'unikernel en soi. En fait, lui, il joue le rôle d'intermédiaire avec des unikernels. En fait, il va mettre votre application dans un autre unikernel. Et c'est comme ça qu'en fait, il arrive à répondre à toutes les colonnes de notre matrice. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ils font l'intermédiaire avec IncludeOS, MirageOS, OSV et Rumprun. Donc quand vous allez construire votre application, en fait, vous allez lui dire mets moi mon application dans Rumprun, par exemple, ou dans OSV, parce que c'est du Java et que Java est plutôt bien supporté par OSV. Et du coup, on s'est dit que Unique, c'était le bon candidat pour faire la démo. Allô, allô, vous m'entendez bien? Ouais? Non? Plus ou moins? Ça va être compliqué comme ça. C'est bon comme ça? Ok, je vais vous montrer une démo d'une application Java construite avec l'unikernel Unix qui s'exécute sur VirtualBox. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a plusieurs étapes. La première des étapes, c'est logiquement installer Unique. Je ne vais pas vous montrer tout le processus d'install de Unique, pas parce qu'il soit compliqué, mais c'est juste parce qu'il faut accès à Internet. Et ici dans la salle, on ne va probablement pas avoir l'accès ni le temps de faire tout l'install. C'est assez simple, il suffit juste d'aller sur la page web d'unikernel. Ils ont un repo Git qu'il faut cloner en local, que j'ai juste devant mes yeux. Voilà. Et une fois qu'on est sur cette repo Git, il faut installer certains prérequis, notamment Docker, parce que le build il est fait sur Docker. Et il faut aussi avoir un petit outil qui s'appelle GQ, qui est utilisé par le build. Et une fois qu'on aura ça, on a juste à faire un make. Donc bien sûr, il faut avoir make sur la machine. Et il va générer un binaire en local que vous allez trouver sur les dossiers underscore build, qui s'appelle unique en fait. Ces binaires-là, ils contiennent le client et les démons, comme c'était l'ancien cas de Docker. Et lui il est codé en Go, donc le build il est multiplateforme. Ensuite, on vient de dire qu'Unique
il ressemble énormément à Docker. Il a un CLI à la Docker. Donc, quel est le workflow typique qu'on utilise sur Docker? C'est lui qu'on va utiliser aussi sur Unique. On crée une image en premier. Nickel. Comment est-ce qu'on crée une image? On a fait un petit projet ici. Je vais vous montrer. Vous allez le trouver dans Java HTTP Hello World. C'est un exemple super simple, le plus simple possible. C'est juste un serveur TCP, même pas HTTP, qui va se mettre à l'écoute sur le port 4000. Voilà, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Vous pouvez voir juste dans les mains, la deuxième ligne après les mains, il y a un HTTP serveur qui s'est créé et qui s'est bind sur le port 4000. Ensuite, vous allez voir en bas, il y a un handler qui va répondre en fait sur le port 4000, Java running inside a unique kernel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une image à partir de ces projets. Pour créer une image à partir d'un projet Java sur Unique, il faut créer un fichier qui s'appelle manifest.yaml. C'est avec ça qu'on va dire à Unique, écoute, tu vas construire ton image de Unique kernel comme ça. C'est-à-dire tu vas utiliser une commande de build qui est tout simplement le maven package. Et ensuite, cette commande de build va générer un jar dans les dossiers target, comme c'est classique dans les projets Maven. Donc lui, il va aller chercher cette point jar et il va en quelque sorte le merger avec les unikernel pour nous donner une image qui sera de type VirtualBox dans notre cas en particulier. Ok, on a besoin d'un daemon unique qui tourne pour pouvoir lancer les commandes. Il faut les configurer, c'est-à-dire il faut dire à notre daemon où est-ce qu'il va trouver les providers. Parce que vous pouvez aussi builder une même image à partir du même code source pour qu'elle tourne sur VirtualBox, mais vous pouvez aussi faire la même chose pour AWS. Donc il utilise des providers. Le provider qu'on va utiliser dans notre cas, c'est celui de VirtualBox. On peut réutiliser celui d'AWS pour créer une image qui cible AWS. Donc c'est comme ça qu'on l'a dit, les providers disponibles. Ensuite, on démarre les daemons. Vous voyez, il va écrire pas mal de choses dans la ligne de commande. Il va se mettre à l'écoute sur les ports 3000. Et ensuite, de l'autre côté, je suis bien sur les dossiers qui contiennent les Java HTTP Hello World. On va lancer la commande de build qui ressemble beaucoup à Docker avec quelques paramètres de plus parce qu'il y a plus de paramètres à les passer. Donc, c'est unique build. Et ensuite, c'est le nom de mon image. On va l'appeler HTTP Hello World. Il faut les passer aussi les paths où il va trouver en fait tous les codes sources. Donc c'est les paths courants parce que je suis déjà dessus. Il faut les dire comme Jean-Baptiste il a dit tout à l'heure, c'est pas Unique qui fait vraiment le build, c'est d'autres unikernels derrière qui vont faire le build. Il faut les dire quel est l'unikernel à utiliser. Dans notre cas, comme il l'a dit très bien, c'est OSV. Et il faut les dire le langage à utiliser qui est Java. C'est comme ça qu'il va savoir ensuite et il va mettre à disposition un Maven pour qu'il puisse faire. C'est lui en fait, on va aller voir. Pardon. Ça c'est un petit problème parce que le nommage des paramètres dans Unique il n'est pas consistant. Parfois les mêmes paramètres. Ouais, c'est pas base. Désolé, je l'ai oublié. Voilà. La dernière chose qui manquait, c'est le target en fait, le provider dont on vient de parler tout à l'heure. Il faut qu'il soit VirtualBox. Il n'est pas capable de le deviner par lui-même. Voilà. Donc vous voyez, ce qu'il fait, ça ressemble énormément à ce qu'il fait Docker. Il va prendre tous les dossiers que je viens de les passer. Il va envoyer ça au daemon. C'est exactement la même chose que Docker il fait aussi pour builder ses images. Et de l'autre côté, en bas, il va commencer le build. On ne peut pas voir ce qu'il fait, on n'a pas tous les détails. Mais si on les mettait en mode debug, vous allez voir en fait que tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les sources en fait qui viennent d'être envoyées côté client, il va les dézipper parce que sont envoyés en tar, et ensuite il va lancer la commande, comme on vient de le dire, Maven package,
il va générer un jar. Et ensuite, une fois qu'il a le jar, il appelle OSB pour linker ces jars avec l'unique kernel OSB. Ça va prendre un peu de temps. Malheureusement, on n'a pas ce temps-là parce que il démarre des zéros, donc il va tirer toutes les dépendances Maven. Il va tirer presque toute la terre en fait. Donc ça va prendre pas mal de temps. Donc j'ai déjà fait cette image-là. Elle est ici, stockée. Unique Images. Okay. Moi, je l'ai appelé Hello World à la place des HTTP Hello World. Mais croyez-moi, c'est exactement la même image. Donc, une fois que l'image elle est créée, qu'est-ce qu'on fait ensuite? La même chose qu'on fait dans Docker. On crée une instance à partir de l'image qu'on vient de créer. Et ça, c'est, je dirais, peut-être la partie la plus simple des points de vue CLI unique. Tout ce qu'il faut faire, c'est les dire unique run le nom de mon image, qui d'ailleurs vient d'être fini, HTTP Hello World. On va l'utiliser, pourquoi pas. Et les noms de mon instance, qui est l'équivalent du container. Le concept, il est à peu près le même en fait. Dans Docker est unique. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de le dire quel provider, il les connaît déjà, parce que le provider, il est lié à l'image qu'on vient de créer. Donc, on va dire HTTP Hello World i de instance. Vous voyez ce qu'il va faire en fait, c'est qu'ici, à droite, j'espère que vous voyez plutôt bien en fait, vous voyez qu'il y a ici, vous voyez qu'il y a une instance démarrée sur VirtualBox. Je ne sais pas si c'est assez clair, on ne peut pas zoomer, non. Le nom de l'instance c'est HTTP Hello World-i, c'est exactement l'instance que j'ai demandé à Unique de démarrer. Donc il a créé une image, il a créé une machine virtuelle sur VirtualBox qui est en train de démarrer. Vous pouvez voir dedans en fait ce qu'il fait. Vous voyez, elle a fini de démarrer. Tout ce qu'elle va faire en fait, c'est qu'elle va démarrer la JVM avec les jars dedans. C'est linké statiquement. La JVM elle est compilée en tant que librairie statique .so, c'est typique sur Linux. Elle pourrait aussi démarrer un module war, par exemple. Dans ces cas-là, il est assez intelligent pour voir que l'extension de notre livrable, en fait, c'est pas .jar, mais .war. Et dans ces cas-là, il va démarrer un Tomcat et ensuite il va déployer le war dans Tomcat. Nous, on a décidé de faire simple, on n'a pas besoin d'autant de complexité. Et il y a un composant dont on n'a pas parlé, qui est déployé automatiquement pour Unique côté démon, qui prend en fait les machines qui sont démarrées côté VirtualBox et il enregistre les adresses IP en fait. Donc vous voyez ici, il y a une instance qui vient d'être créée. C'est la 192.168.57.4. C'est l'IP de la machine qui est Unique, vient de démarrer, c'est-à-dire HTTP Hello World. Donc ici, une fois qu'on a l'IP, on a déployé une appli qui est un serveur HTTP qui écoute sur le port 4000 et qui renvoie un string. On a juste, voilà. On a juste à faire un curl sur HTTP 2.2.168.57.3 si je ne me trompe pas. .4, pardon. .4, 2.4000. Si tout va bien, on devrait voir sur la command line Java running inside the Unique kernel. Donc ça prouve que l'appli qui tourne sur le Unique kernel vient de nous répondre justement à l'appel HTTP qu'on a fait sur cette instance-là. Voilà. Conclusion. On disait que Unique allait proposer une sorte de Unique Hub qui permettrait de partager des images d'instances, des images
d'unikernel. Bon, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a Unique qui pense le faire. Voilà. Nous, on pense que c'est un petit trou dans la raquette par rapport à des solutions comme Docker, évidemment, où il y a effectivement l'existence d'un hub. On a pensé aussi, quand on a commencé à regarder l'unikernel, on s'est dit, c'est très bien en fait, mais l'unikernel en fait, il est déployé sur une machine virtuelle. Donc on se demande pour l'utilisation d'un cloud public du genre AWS ou Google Computing Engine, où on paye à l'utilisation des... Pardon, on paye si on a une VM qui est allumée, qu'on l'utilise ou pas, on continue à le payer. Est-ce que c'est intéressant d'utiliser unikernel? Parce qu'il faut penser que c'est un problème aussi typique qu'on rencontre dans les conteneurs. Imaginez qu'on a une VM qui fait tourner un seul conteneur, c'est exactement la même chose. On va payer pour le 100% de la machine, même si on n'utilise que les 20%. Donc on s'était dit peut-être pour un cloud privé où c'est notre infra à nous, on va payer la même chose indépendamment de si on utilise le 100% de la machine ou pas. C'est peut-être plus intéressant. Les solutions d'unikernel aujourd'hui, elles ont quand même une certaine complexité. C'est ce qu'on disait quand on regardait l'offre. Ce qui est cool avec Unique, c'est qu'ils jouent le rôle d'intermédiaire avec d'autres unikernels et ils nous abstraient de pas mal de complexité et de comment faire pour builder notre application avec l'unikernel. Et Unique a pas mal de docs, mais quand on regarde globalement les solutions unikernel, il n'y a pas beaucoup de docs. Il y a pas mal de commits qui peuvent casser du jour au lendemain votre appli. Voilà, ça reste quand même assez jeune et avec une certaine complexité. Encore sur une autre question qu'on peut se poser, pas que dans les domaines des unikernels, notamment sur les domaines des conteneurs. Qu'est-ce qui se passe avec la donnée? Où est-ce qu'elle est stockée? Où est-ce qu'elle est persistée? Comment est-ce qu'on fait pour partager de la donnée entre différentes instances, entre différents unikernels? Mais justement, c'est la même question que peut se poser par rapport au conteneur. C'est une question ouverte, on n'a pas trouvé de réponse. Il y a des débuts de réponses sur certains unikernels qui permettent de monter un volume sur un unikernel de la même façon qu'on peut monter un volume sur un conteneur Docker, mais c'est à regarder. Le plus avec unikernel, c'est les performances et la sécurité annoncées. Je dis annoncées parce que nous, on n'a pas fait de bench pour constater qu'effectivement les performances étaient largement meilleures. Et la sécurité, pareil, on n'a pas testé que c'était largement meilleur. Sur le papier, c'est logique qu'il y ait plus de performance, puisque comme l'avait expliqué Thomas, le fonctionnement fait qu'on va avoir plus accès à la performance brute des machines. Et la sécurité, on a aussi compris que puisqu'on avait complètement amoindri la surface d'attaque, il y avait automatiquement, par effet de levier, plus de sécurité. Donc ça, c'est un plus théorique. Unikernel n'est pas l'alter ego du Docker. C'est ce qu'on pourrait penser à première vue en fait. On a Unique, il a un Docker, une CLI à la Docker, mais c'est pas la même chose. On pense que c'est pas le même public. On pense que Docker, il a été adopté par les développeurs. On pense que Unique, il y a plus de probabilité qu'il soit adopté par les ops, parce qu'il y a un peu plus de complexité pour un développeur pour l'utiliser, et surtout parce que les gros points forts du unikernel sont la performance et la sécurité, ce qui sont des sujets typiquement ops plus que dev. Une des voies possibles, selon nous, pour le développement d'unikernel, c'est l'IoT. Pourquoi ? Parce que justement, quand on déploie une application sur un objet IoT, on a besoin d'avoir plus de performance, et on a vu récemment que les besoins de sécurité sur l'IoT ne sont pas inexistants.
Et aujourd'hui, de la même manière, on ne peut pas vous dire il y a telle ou telle entreprise qui est partie sur Unikernel pour l'IoT. Si vous allez sur le Unique, si vous regardez des presses de Unique, vous allez voir qu'en fait, eux, ils essayent justement, ils explorent cette voie en disant Unikernel sur l'IoT, ça fait tout son sens. Et je pense que c'est peut-être dans les années qui viennent, je pense que c'est une voie de développement pour Unikernel. Et pour en finir avec la présentation, on pense que c'est une technologie à suivre, mais c'est pas sec. C'est pas prod ready encore. C'est très intéressant, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il n'y a pas une énorme communauté derrière. Il y a encore des petits bugs qui traînent par ici, par là-bas. Donc voilà. C'est notre point de vue après l'avoir utilisé et après avoir fait cette présentation. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, j'ai deux questions en fait. La première, c'est que je vois pas bien si on peut exécuter plusieurs unikernels dans une seule VM. Non, c'est un unikernel par VM. Ouais, un unikernel par VM. Ouais. Si tu veux exécuter plusieurs instances de ton application, tu vas avoir plusieurs VM qui vont inclure ton unikernel avec ton application. Et si je peux me permettre une deuxième question rapidement. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des possibilités, comme dans Docker, d'avoir des paramètres de configuration en entrée de l'image unikernel ? Tout à l'heure, vous aviez le port 4000 en fait, qui était défini en dur dans l'API. Est-ce qu'on aurait pu l'externaliser comme configuration ? Moi, je me permets de répondre à ces questions. En fait, chaque solution unikernel elle est différente. Nous, on a utilisé très particulièrement la solution OSV. OSV, il permet de définir un environnement pour l'unikernel qu'on va faire tourner de la même façon qu'on peut faire avec Docker. Donc la réponse à la question, oui, si on utilise OSV. Je ne sais pas sur les autres. Oui, alors moi je me posais la question plus par rapport à du debug, vu qu'on a un seul processus qui tourne sur la machine, on ne peut pas se connecter en SSH. L'application crash, du coup, comment est-ce que je peux investiguer sur ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'accéder au log de l'application par exemple ? Est-ce que vous avez une idée ? C'est une très bonne question et c'est une des raisons pour lesquelles on dit aussi qu'il est pas prod ready parce qu'il n'y a pas tout l'outillage autour qu'il faut pour mettre en prod les unikernels. Très particulièrement dans OSV, un des providers qui existe, c'est QEMU. Je ne sais pas si vous connaissez ici. QEMU, c'est juste un processus qui s'exécute. En fait, il n'y a pas vraiment de la virtualisation derrière. C'est de l'émulation en fait, de la CPU. Donc, c'est un processus qui s'exécute sur les hosts et auquel on peut attacher, de la même façon que n'importe quel processus qui s'exécute sur notre host, on peut attacher un GDB, en fait, c'est-à-dire un debugger pour voir ce qui se passe dedans. Et ensuite, on aura, comme pour tous les autres programmes, on aura des dump, des stack traces qui seront affichés, qui nous permettront de faire un premier niveau d'analyse de ce qui s'est passé. Moi j'ai une question, c'était par rapport au fait que vous avez mentionné le fait que Docker avait racheté une société qui produit de l'unikernel, et par contre vous n'avez pas du tout parlé en fait de cette stratégie de Docker et en fait du coup quel est l'avenir selon vous, qu'est-ce que va en faire Docker, voilà. J'aimerais savoir ce qui se passe par la tête de Docker, mais je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas de réponse à cette question. Peut-être mon collègue Jean-Baptiste, il peut... Non, je ne suis pas dans les secrets de Docker. Je ne sais pas quelle est leur stratégie par rapport à ça. Moi, je pense que c'est pour eux, c'est aussi de l'investigation sur... Ils ont peut-être des idées derrière la tête, je ne sais pas. Non, ça...
Bonjour, moi j'avais une question par rapport au... Donc tu disais tout à l'heure que tout était mis dans un kernel et que si ça crachait, le kernel crachait. Est-ce que vous avez eu ce cas-là pendant vos tests, vos développements, votre démo? Et comment se comporter derrière quand le kernel crache complètement? Puisque je pense que c'est un kernel panique, puisqu'il n'y a pas de protection de mémoire, il n'y a rien. Comment on fait pour redémarrer ou... Nous directement, on n'a pas eu ce problème-là. Un jour, je me suis amusé à parcourir en fait la liste des issues qu'il y a dans l'OSB, dans les repos, parce que c'est de l'open source, on l'a pas dit, mais c'est de l'open source. Et j'ai vite fait compris en fait que OSB il implémente une couche POSIX standard, sauf que l'implémentation n'est pas à 100% fonctionnelle. C'est-à-dire il y a plein de primitives POSIX en fait qui sont moquées de la même façon que nous on moque des trucs dans nos tests et tout ça. Donc ce que j'ai vu, c'est des gens qui reportaient des problèmes quand ils essayaient d'appeler une primitive très particulière en fait que son appli avait besoin et qui n'avait pas été implémentée par OSB encore. Parce que la stratégie des OSB, c'est de les implémenter un subset en fait des fonctionnalités POSIX les plus importantes possibles et ensuite, un peu à la demande, implémenter les autres primitives. Donc, pour répondre à ta question, la seule façon qu'on a vu de voir ça, c'est dans les logs, en fait, quand on a démarré les VirtualBox, vous avez vu, j'ai ouvert la console, ça affiche en fait tous les processus de démarrage de notre unikernel. Quand on fait des appels à des primitives qui ne sont pas encore implémentées, c'est tout de suite affiché dans la console. C'est la seule façon qu'on a vu de déterminer en fait ça. Bonjour. Alors si j'ai bien compris, en fait, il y a plusieurs sortes d'unikernel, donc enfin en fonction de ce qu'il écrit, il y a ALVM, il y a tout ça, IncludeOS, OSV, enfin tout ça. Ouais. Et vous avez présenté un fonctionnement en fait d'unikernel, mais est-ce que vous avez présenté spécifiquement le fonctionnement d'IncludeOS ou d'OSV? Comment savoir en fait est-ce qu'il y a une spec unikernel? Comment savoir quelles sont les différences entre les différents providers d'unikernel, si je puis dire? Pourquoi est-ce que certains peuvent faire du Java et d'autres ont leur langage spécifique? Pour répondre à ta question, non, il n'y a pas de spec unikernel. Chaque unikernel, il l'a implémenté un peu comme il l'a semblé bien. Donc OSB, ils l'ont fait d'une façon, Rampant l'ont fait d'une façon différente. Donc, malheureusement, aujourd'hui, la seule façon de savoir ça, c'est d'aller regarder tu as bien dit, les providers spécifiques que tu vas utiliser. C'est-à-dire, tu vas utiliser OSB derrière pour Java. Bah, il faut que tu ailles regarder OSB et il faut que tu ailles regarder ce qui se passe dedans, comment ça marche pour avoir cette info-là. Bonjour, moi j'ai une question en fait, c'est quelle est la plateforme privilégiée pour faire tourner de l'unikernel, AWS, VMware, et avec des problématiques de coût j'imagine, et puis quel est le cas d'usage en fait idéal pour mettre en œuvre l'unikernel? Je ne pense pas qu'il y ait une plateforme privilégiée pour utiliser de l'unikernel dès le moment que c'est une image du VM qu'on peut faire tourner de la même façon sur AWS, sur Google Cloud Engine ou sur du VMware. Enfin, je vais dire, c'est pas la plateforme qui va déterminer ça, c'est plutôt les coûts et l'utilisation qu'on va faire de cette plateforme. C'était plutôt les coûts que j'avais en tête en fait. Mais moi, je connais pas les coûts. Ça va être les coûts d'utilisation d'une instance des machines virtuelles sur AWS et sur Google Compute Engine, parce qu'il n'y a pas encore tout l'outillage autour qu'il y a pour des solutions des orchestrations des conteneurs qu'on doit payer aussi. Donc c'est vraiment des do it yourself, c'est une VM, tu la gères, tu fais ce que tu veux avec. Donc après, ça c'est une différence de pricing en fait entre les différentes clouds publics. Sinon, il y a la solution dont on a parlé parmi les conclusions, c'est si on a un cloud privé. Je pense que c'est la plus intéressante au niveau pricing parce que justement, sinon on entre des problématiques du genre, on a une VM allumée tout le temps, on paye pour elle et pourtant on l'utilise que 20% du temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Ouais, en fait, c'était plutôt lié à l'idée que dans Docker, on peut justement mutualiser les coûts parce qu'on est dans un host, alors que là, on ne peut plus. Donc effectivement, c'était un peu le sens de ma question. C'est justement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce qu'on a dit pendant les conclusions.
Ouais, et ce que je voulais dire, c'est qu'au final, avec les conteneurs, tu vas optimiser finalement sur ton serveur, tu vas optimiser les conteneurs que tu vas agréger sur une instance. Tu peux le faire aussi finalement aussi du point de vue de l'hyperviseur, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas rajouter des instances de VM. On peut voir ça aussi comme ça. En cloud privé. En cloud privé, ouais. Et du coup, le cas d'usage, c'était le deuxième partie de la question, c'est le cas d'usage privilégié des unikernels, enfin s'il y en a un qui vous semble évident. Ça, c'est une question difficile parce que vraiment nous on n'a pas creusé au point de, on va pas s'engager pour dire nous-mêmes on le sait pas vraiment en fait. Moi je pense que sur l'IoT il y a probablement un truc à faire puisque je me dis que t'accèdes à plus de performance, t'as plus de sécurité. Ça me semble être une bonne première marche en fait, plutôt peut-être que les serveurs qui sont quand même déjà bien, où le fonctionnement est déjà classique en fait. Juste pour ajouter une dernière chose, je pense que pour les clouds privés, en dehors de l'IoT, il y a un cas d'usage qui est évident, c'est toutes les applications qui sont intensives en I/O vont s'exécuter beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de performance qui est dans un hypervisor ou une solution Linux classique. Du DB, du cache, tous ces genres d'applications.